Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Akili. Il est 9h34, la vérité en face sur Sud Radio, la guerre en Iran, stop ou encore nouveau coup de bluff de Trump ou réelle chance de cesser le feu. Le président américain négocie, c'est ce qu'il dit, alors qu'Israël ne lâche rien et Israël et Tel Aviv est frappé ce matin par un missile d'un genre peut-être nouveau, nous dit-on, avec des sous-munitions. Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment même avec nos deux invités. Michel Fayad, le professeur de géopolitique à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Et avec vous, général François Chauvency, bonjour. Bonjour. Et soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes entre autres rédacteur en chef de la revue de défense de l'Union de l'IHEDN. Général, qu'est-ce qu'il faut comprendre ce matin de ce qui se passe ? Faut-il croire le président Trump de ce que nous en savons ? Y a-t-il une négociation en cours ? Ou, à vos yeux, je ne sais pas ce que l'on peut en dire, s'agit-il d'une sorte de coup de bluff ? Il gagne du temps pour peut-être d'autres opérations militaires. Alors c'est très difficile d'avoir une analyse sereine avec Donald Trump et toutes ses déclarations. C'est comme s'il faut bien reconnaître qu'on est un peu dans le bleu permanent. Oui. Il y a quand même quelques faits intangibles. D'abord, qu'il y ait des négociations en parallèle, c'est quand même, je dirais, on a des indiscrétions aux États-Unis sur le fait qu'il y en aurait. Et ce n'est pas invraisemblable du tout, car il faut bien à un moment donné, en parallèle à la guerre, préparer la suite. Donc, qu'il y ait des négociations, je pense que j'en suis pratiquement certain. Maintenant, sur les différentes déclarations, est-ce que Donald Trump dissimule une opération future ou pas d'un nouveau type ? Personnellement, je n'y crois pas, parce que je crois que tous les moyens déjà mis en place par les États-Unis sur le théâtre des opérations iraniennes, il n'y aura pas beaucoup plus, même si on parle de quelques milliers d'hommes, de forces terrestres, qui ne sont pas significatifs pour changer le sens de la guerre, sauf par la saisie d'un point stratégique. Oui. On a parlé à plusieurs hypothèses, l'île de Karg, les 3 îles qui se trouvent dans les 3 d'Ormuz, voilà. Mais ce sont des hypothèses qui me semblent plutôt en secondaire par rapport finalement à la sortie de crise. Trump a besoin de finir cette guerre. Voilà. Vous diriez, ça a été évoqué longuement, général François Chauvency, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, peut-être d'une forme d'hésitation de la part du président des États-Unis, qui aura eu une erreur majeure au départ, c'est d'avoir sous-estimé la capacité de l'Iran à faire plier le monde par ce détroit d'Ormuz que l'Iran contrôle toujours. Oui, tout à fait, parce que raisonnablement, on ne pouvait pas penser qu'il y aurait un jusqu'au-boutisme, je dirais presque fanatique des mollahs et des gardiens de la Révolution dans cette guerre. Il y a un moment où, logiquement, pour nous, occidentaux, à un moment donné, quand on voit qu'on est en infériorité et que vraiment on voit toute son industrie, toute son économie, toutes ces villes détruites, on dit bon, on arrête la guerre. Oui. En revanche, la sous-estimation, je dirais psychologique et idéologique des Iraniens a été manifestement sous-estimée parce qu'on a peut-être une perception trop occidentale de ce type, dans ce type de conflit, quoi. Comme toujours, j'ai envie de vous dire, quel que soit le pays concerné et les scénarios différents. Général François Chauvency, l'Iran a promis des surprises à Trump en matière de missiles. Il se trouve que ce matin, Tel Aviv est la cible d'un missile, on va dire, à sous-munitions, qui fait quand même pas mal de dégâts. Les Iraniens qui affirment que désormais, ils peuvent frapper Israël, qui serait plus perméable à leur tir de missiles. Quelle est la réalité de cette, on va dire, cette menace ? Alors, on a quand même l'habitude, face à ces États totalitaires, d'avoir des grandes déclarations sur les armes futures, les surprises stratégiques, je dirais toutes les menaces qui peuvent influer sur la psychologie de l'adversaire. Donc ce n'est pas nouveau. Donc les armes magiques, elles sortent toujours du chapeau. Maintenant, après, il y a la réalité militaire. Il est possible que des missiles à longue portée aujourd'hui en nombre supérieur que ce à quoi on croyait apparaissent. Et notamment, vous avez évoqué les sous-munitions, oui, qui sont des armes assez perverses.
Voilà. Maintenant, est-ce qu'Israël est capable aujourd'hui d'intercepter aussi bien qu'avant les missiles qui lui seraient adressés? C'est ça la vraie question. Parce que le dôme de fer est perméable. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu, cher général François Chauvency. Ce dôme de fer, c'est intéressant ce que vous soulignez. Il n'est pas forcément au total imperméable. Hein. De toute façon, aucun système n'est perméable à 100%. Bien sûr. Il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà. Donc déjà, après, quel est le pourcentage de l'arme ennemie qui arrivera sur son territoire? Alors peut-être que ce pourcentage va augmenter aujourd'hui parce que justement du côté israélien, on en parle d'ailleurs depuis une semaine, qu'il pourrait y avoir moins de munitions. Donc moins d'antimissiles, et notamment vous parlez de ce dôme de fer qui est un terme d'ailleurs qu'on utilise tous parce qu'il est pratique, mais il n'est pas tout à fait exact. Hein. C'est plutôt toute la défense antiaérienne à 3 échelons qui existe, qui était capable d'intercepter beaucoup d'éléments ennemis. Aujourd'hui, il y a un moment donné, au bout de 3 semaines et quelques, on peut supposer que les munitions sont un peu moins nombreuses pour y répondre. Et puis vous avez vu cette affaire qui s'est passée sur la centrale nucléaire militaire et de recherche israélienne à Dimona. Vous avez quand même eu un échec quand même avec une enquête en cours sur cette compatibilité entre le système antiaérien américain qui a été déployé depuis juin 2024, le THAAD, et d'autre côté le système qu'on va qualifier de dôme de fer. Donc il y a aujourd'hui, en temps de guerre, au bout d'un moment, vous avez forcément des fenêtres d'opportunité pour l'ennemi et qu'il essaie d'utiliser. Je poserai la question également tout à l'heure à Michel Fayad qui va rejoindre cet échange, général François Chauvency. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, parce que ça aussi c'est une sorte d'affirmation qui tourne, que les objectifs de Donald Trump et ceux de Benjamin Netanyahou ne seraient plus forcément les mêmes? Ils ne sont plus forcément les mêmes. Pour moi, c'est très clair. D'abord parce que Donald Trump a quand même des engagements de politique intérieure. On ne cesse d'en parler depuis d'ailleurs même la guerre en Ukraine. Hein. Il est concerné par ce qui se passe dans son électorat propre avec les prochaines élections de novembre 2026. Et de l'autre côté, Netanyahou a une opportunité unique aujourd'hui, vu l'affaiblissement de l'Iran et de ses proxys, de mettre à bas, au moins pour 10 ou 15 ans, ses ennemis d'Israël. Donc Netanyahou, de toute façon, n'a pas intérêt aujourd'hui, pas uniquement pour des raisons de politique intérieure, hein, à mon avis, il n'a pas intérêt du tout à baisser la garde et à ne pas maintenir sa pression. Il doit obtenir un résultat déterminant qui rende Israël pas invulnérable, mais protégé pour de longues années. En revanche, les États-Unis, il y a un moment, on va dire, bon, ça nous coûte trop cher, et il y a des intérêts de politique intérieure. Voilà. Vous pensez que techniquement, militairement, et ça vous connaissez la partie, général François Chauvency, que Tsahal est en mesure, en même temps, si je puis dire, de à la fois guerroyer dans le sud Liban avec un engagement terrestre qui est coûteux et en matériel et surtout en pertes humaines, en même temps, on va dire, garder cette ceinture autour de ce qui reste de Gaza avec la menace du toujours persistant du Hamas et mener une guerre large aérienne de frappe sur l'Iran tout en recevant des missiles en retour. Il n'y a pas un moment où Tsahal, au fond, marquerait sa limite? Pendant la guerre, la guerre sur Gaza ou dans Gaza, il y avait quand même je crois, pas loin de 7 fronts qui étaient pris en cours par Israël déjà, au nord, au sud, à l'est et sur l'Iran. Donc finalement, les capacités militaires israéliennes sont quand même énormes, simplement parce que le peuple israélien, c'est un peuple en armes. Donc la réserve humaine, elle existe. Le facteur qui pourrait peut-être déterminer un rejet, c'est d'abord que la mission ne soit pas bien comprise. Or, on a bien l'impression que quel que soit le parti israélien au point de vue politique, on suit Netanyahou dans cette destruction d'une part de la nuisance de l'Iran, qui a plusieurs fois, n'oublions pas, annoncé que l'Iran détruirait Israël, ne l'oublions pas. Le Hezbollah qui est fortement affaibli. Donc oui, je pense qu'Israël est capable de tenir, et puis tant que les Américains ont des munitions. Général François Chauvency, bah oui. Le regard à présent de Michel Fayad. Bonjour. Que nous accueillons dans ce studio. Soyez le bienvenu sur l'antenne de Sud Radio, professeur de géopolitique à l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles, et surtout expert en la matière en ce qui concerne le Moyen-Orient, notamment. Michel Fayad, nous évoquions avec le général François Chauvency ce moment difficile, compliqué. Peut-être pourriez-vous nous éclairer également. Vous pensez que Donald Trump est dans un moment de bluff ou veut-il réellement tourner la page de la guerre en Iran? Moi, je pense qu'il est dans un moment de bluff. Bluff. Parce que je pense pas que Mohammad Baher Ghalib Baf soit vraiment un interlocuteur modéré qui va donner à Donald Trump ce qu'il souhaite. Lui, c'est le président du Parlement iranien. Président du Parlement iranien. Oui. Et je ne pense pas qu'il puisse donner à Donald Trump le démantèlement complet du programme nucléaire,
le transfert de l'uranium aux États-Unis, ce que Donald Trump apparemment demande après Axios, le démantèlement complet du programme de missiles balistiques, ou encore l'arrêt du soutien aux proxys comme le Hezbollah au Liban ou les Hashd el-Sha'bi en Irak. Franchement, je ne vois pas du tout Mohammad Bahir Ghalibaf le faire. Il est connu pour être un conservateur, il est connu pour être contre les réformateurs. Il s'est présenté à l'élection présidentielle. On sait ce qu'il avait fait en tant que maire de Téhéran, ce qu'il avait fait comme chef de la police, comme membre des Gardiens de la Révolution. Il est franchement pas le modéré que Donald Trump espère. Il va y avoir la pause là dans un instant, mais Michel Fayad, je vous garde quand même là-dessus sur cette thématique. C'est lui le nouvel homme fort de l'Iran, vraisemblablement. C'est ce qui nous est présenté dans les médias internationaux. Hein. Oui, mais oui. Compliqué de savoir ce qui s'y passe. C'est plus compliqué que ça. Moi, je pense que le vrai décideur aujourd'hui, c'est Mohsen Rezaei, qui est le conseiller militaire du guide suprême, parce que lui était à plus de 10 ans à la tête des Gardiens de la Révolution. En fait, il est conseiller militaire d'un guide qu'on ne voit pas, qui est peut-être mort, qui est peut-être dans le coma, qui est peut-être blessé. Donc en réalité, c'est lui l'homme fort, c'est lui qui avait dirigé la guerre Iran-Irak, qui avait duré 8 ans. C'est lui aujourd'hui qui est à l'origine des dernières nominations, comme Mohammad Dehran, qui est le chef en fait qui a été nommé à la place d'Ali Larijani comme chef du Conseil national de sécurité. C'est lui qui était à l'origine de la nomination de son successeur, Mohammad Ali Jafari, qui est celui qui a dessiné toute la stratégie de mosaïque pour défendre la République islamique d'Iran. Non, moi je pense que Ghalibaf est avec eux, c'est l'un des personnages, mais le plus important, le plus fort aujourd'hui, c'est Rezaei. Il ne faut pas se tromper. Allez, Général François Chauvency et Michel Fayad, restez avec nous. On marque une courte pause. Nous retrouvons après pour tenter de comprendre, et vous nous éclairez tous les deux comme vous le faites si bien, ce qui se passe aujourd'hui en Iran avec cette guerre qui est dans une forme de stop, ou encore à tout de suite pour la suite de La Vérité en face sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. La guerre en Iran, stop ou encore nouveau coup de bluff de Trump, ou bien réel cessez-le-feu à venir, ça paraît compliqué. Avec Michel Fayad et le général François Chauvency. Général, vous évoquiez tout à l'heure, et je vais faire réagir Michel Fayad là-dessus, le cas de l'île de Karg, qui est un objectif militaire important quand même, et peut-être une clé de résolution, vous l'évoquiez tout à l'heure, Général, pour ce conflit en Iran. Oui, tout à fait, parce que même si sa saisie, je dirais, militairement parlant, serait sans doute difficile, ce serait une prise d'otage territoriale extrêmement importante dans le cadre de négociations. Plus de 90%, sinon 95% du pétrole exporté par l'Iran passe par cette île. Donc, mettre la main dessus, alors qu'elle ne fait que 24 km², qu'elle a déjà été bien bombardée, avec une capacité héliportée éventuellement, et non pas par barge de débarquement, parce que ça, il n'y en a aucune qui soit disponible, avec les Marines dont on a parlé et tout, je dirais que ce n'est pas invraisemblable, même s'il y aurait forcément des morts, et que dès lors qu'on parle de pertes militaires aux États-Unis, ça a un impact sur l'opinion publique intérieure. Direct. Michel Fayad, pour vous, c'est ce qui se cache derrière ce nouveau coup de bluff du président américain ? C'est très possible à mon sens, parce que l'île de Karg, effectivement, c'est la poule aux œufs d'or pour la République islamique d'Iran. Vous savez qu'aujourd'hui, les fonctionnaires, les soldats et les gardiens de la Révolution sont payés avec du retard, et en raison des sanctions. Si jamais la source de revenus de la République islamique d'Iran est coupée, eh bien, qu'adviendra-t-il de tous ces paiements de salaire des fonctionnaires, des soldats, des gardiens ? Et au-delà de ça, l'Iran, c'est une économie qui est marxiste, socialiste. Et donc, il y a énormément de subventions pour l'électricité, pour le gaz, subventions pour l'eau. Il y a un tas de subventions pour l'école, pour qui dépendent de la manne énergétique pétrolière. Mais oui, c'est 90% des ressources, en fait, du revenu dans le budget. Vous fermez le robinet, tout s'effondre. Regardez, vous savez, il y a un exemple qui était la Serbie. Quand la Serbie a été bombardée, le régime n'est pas tombé tout de suite. Mais juste après les bombardements, la Serbie a connu une crise économique sans précédent. Et le régime de Milosevic est tombé. Michel Fayad, vous dites qu'il reste très peu de décideurs finalement, ou de dirigeants qui, dans une main de fer, tiennent le système. Ils sont combien aujourd'hui ? 5. Dont le guide suprême, le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, dont son conseiller militaire dont je vous parlais, qui est ancien chef des gardiens de la Révolution, Mohsen Rezaei, dont l'autre ancien chef des gardiens de la Révolution, Mohammad Ali Jafari, qui est l'architecte de la mosaïque de défense, c'est-à-dire cette stratégie militaire actuellement en cours.
Et il y a également Sadek Larijani, le frère d'Ali Larijani, qui est un mollah, chef de l'Assemblée du discernement, du Conseil du discernement. Et puis enfin Mohammad Ghalibaf, le président du Parlement. Et Rezaï, dont je vous ai parlé au début, donc le conseil militaire du guide suprême, c'est lui qui avait dirigé les opérations militaires lors de la guerre Iran-Irak. C'est lui, à peine qui a été nommé, on a eu les frappes contre la base anglo-américaine d'Igor Garcia, et on a eu la frappe sur Dimona en Israël. Donc on voit que la stratégie est compliquée, dure, et ils sont prêts à tenir longtemps, sauf si on leur prend justement cette manne financière qu'est l'île de Karg. Général François Chauvency, vous l'avez évoqué, mais c'est vrai que pour l'opinion publique américaine, ça date depuis la guerre du Vietnam, les pertes militaires, c'est un sujet, on va dire, au fond, extrêmement préjudiciable pour le président en exercice. Vous pensez qu'une opération militaire au sol, donc troupes aéroportées, bien évidemment, pourrait être à la fois efficace, mais à double tranchant? Ah oui, tout à fait, mais il faut bien reconnaître que le conflit actuellement en Iran n'avance pas. Les uns et les autres sont sur l'opposition. Alors d'un côté, les Iraniens, le gouvernement iranien ou les mollahs tiennent leur pays, ça c'est un fait, et de l'autre côté, ils ne sont pas soumis à l'opinion publique, ni à des élections, et de l'autre côté, vous avez une démocratie, on peut en dire ce que l'on veut, mais néanmoins, le président Trump ne peut pas faire ce qu'il veut, et une chose qu'on rappelle très peu, c'est qu'il est quand même soumis par la Constitution américaine à un vote du Congrès américain après 3 mois d'engagement militaire. Oui. Ça fait 1 mois qu'il est engagé et il sera contraint d'ici 2 mois à passer devant le Congrès qui l'autorisera ou non à poursuivre la guerre. Donc il a une contrainte intérieure qui existe réellement. Et pour rebondir sur les pertes, je ne crois pas que le Vietnam aujourd'hui soit le vrai problème. Non. Les pertes au Vietnam, c'est une autre époque. C'était d'abord le service militaire américain. Les Américains faisaient leur service militaire au Vietnam, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, c'est plutôt ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan, où quand même plus de 5000 morts en Irak, plus de 2000 morts en Afghanistan. Pour quel résultat? Et là, par contre, ça touche l'électorat propre de Donald Trump. Et auparavant, il y avait, faut-il le rappeler aussi, le traumatisme des Rangers de Mogadiscio. Ah oui. Michel Fayad, c'est difficile d'avoir une boule de cristal, mais est-ce que nous sommes à un moment, on va dire, ultime presque de bascule, c'est-à-dire soit vous négociez et puis vous laissez une cote mal taillée comme ce fut le cas récemment en place, soit ça se conclut assez vite parce qu'au fond, tout le monde bluffe dans cette histoire. Oui, moi je ne crois pas à un accord entre la République islamique d'Iran et les Américains, je peux me tromper, mais je n'y crois pas. C'est allé trop loin. Non seulement c'est allé trop loin, mais parce que les deux positions sont en réalité irréconciliables. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les Iraniens ne vont pas renoncer à la puissance atomique et au développement du programme nucléaire, surtout maintenant. Ils ont été attaqués, ils vont courir vers la bombe atomique le plus rapidement possible s'ils sont maintenus. Le programme balistique aussi, les 2 drones, ils vont pas l'abandonner, et le soutien au proxy, certainement pas. Donc, je ne crois pas qu'il y ait une possibilité de réconciliation. Je pense que vraiment, aujourd'hui, les Iraniens souhaitent pousser les Américains et les Israéliens vers une guerre longue pour pouvoir créer un problème aux États-Unis et en Israël au niveau de l'opinion publique, comme disait le général Chauvency. Oui. Et de l'autre côté, les Américains et les Israéliens, eux, souhaitent une guerre rapide, éliminer les 5 dont je vous parle, et puis prendre l'île de Karg, et donc faire chuter la République islamique d'Iran et atteindre donc les objectifs. La question, c'est donc guerre courte, comme les Américains et les Israéliens le souhaitent, ou guerre longue, comme les Iraniens le souhaitent. Donc, c'est ça l'affrontement aujourd'hui. Général François Chauvency, vous partagez cette conclusion de Michel Fayad? Oui, c'est une équation qui est là, sur la table. Hein. Oui. Ouais, on parle de l'île de Karg, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas peut-être mettre trop en avant, parce qu'il peut y avoir d'autres possibilités surprenantes. Voilà. Mais l'île de Karg serait un objectif tout à fait intéressant, comme un autre port d'ailleurs à l'est du détroit d'Ormuz. Mais effectivement, aujourd'hui, on est dans l'affrontement des volontés, c'est très clausewitzien, c'est-à-dire que de part et d'autre, on veut gagner, et ce n'est pas forcément une question de matériel militaire ou d'équipement, c'est une question de volonté de se battre. Or, du côté iranien, le martyr fait partie quand même de la psychologie des gardiens de la révolution. Ce n'est pas forcément le cas du côté américain. Voilà, donc on a une obligation de résultat d'un côté, oui, je parle des Américains, mais de l'autre côté, on n'est pas pressé, on est prêt à mourir, donc ça pose problème. Avec un ultimatum. Merci à vous, Général François Chauvency, rédacteur en chef de Défense, la revue de l'Union de l'IHEDN, et merci à vous, Michel Fayad. Les jours qui arrivent vont compter, on dit ça à chaque fois, mais là, pour le coup, c'est quand même très serré et il reste peu de monde pour tenir encore la dictature en Iran. Hein. Oui.
Merci Michel Fayal, merci de nous avoir rejoints sur l'antenne de Sud Radio. Et bonjour Valérie Expert. Bonjour Jean-François Killy. Mettez-vous d'accord ce La matin. violence en politique avec plusieurs villes, en particulier en Seine-Saint-Denis, dont on a vu des images pas très réjouissantes pour la démocratie après l'élection de nouveaux maires, avec des insultes, des cris pour les maires sortants. Donc on va en parler, des images, choqué, nos auditeurs, des images inadmissibles. Et puis on va parler avec Félix Mathieu de ces locataires qui partent et qui ne payent pas leur loyer. Quel recours? On a parlé beaucoup des squats. Là, c'est une nouvelle mode, je mets des guillemets, de locataires qui ne payent pas et qui après partent sans laisser d'adresse. Donc voilà, on évoquera ces sujets dans un instant. 0826 300 300. Effectivement, dites-nous si vous avez été choqué par ces images qui sont ahurissantes. Insupportable, il faut le dire. Merci, bonne émission. Merci. Valérie.